Je voulais poser, c'est l'euro. Est-ce que l'euro, c'est plus important que tout aujourd'hui en Europe? C'est-à-dire éventuellement même plus important que la démocratie. Vous avez l'air de le dire, Christophe Deloire. Je ne crois pas que l'euro soit plus important que la démocratie. Pour ceux qui nous gouvernent, vous avez l'air de dire que c'est au-dessus de tout, l'euro. Là, pour eux, il y a une urgence à régler. Mais et puis l'extrait que vous avez montré, moi je suis toujours un peu gêné quand des journalistes s'avisent de prédire l'avenir, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. L'avenir, le futur surprend toujours. C'est toujours un peu. Oui, mais au fond, on parle du futur et pendant ce temps-là, peut-être qu'on n'enquête pas assez sur ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour revenir au débat principal qui nous rassemble, il y a manifestement une volonté de certaines élites européennes de mettre en place un système où l'électeur a de moins en moins sa place. Avec Christophe Dubois, on allait enquêter dans ces cercles discrets où les patrons de multinationales, les grands banquiers invitent les politiques, et notamment les politiques européens, notamment les commissaires ou les anciens commissaires qui dirigent maintenant l'OMC, etc. Et, de quoi vous parlez Je parle de clubs très discrets, des clubs qui ont fait un peu fantasmer les complotistes, mais où une enquête extrêmement intéressante qui est, par exemple, la conférence Bilderberg et la commission trilatérale. Je vous cite un exemple. La commission trilatérale, dans lesquelles un certain nombre, tous les anciens commissaires à la concurrence, par exemple, qui sont les commissaires les plus puissants, parce que eux appliquent les traités, il n'y a même pas de discussion sur ces questions-là, se cooptent à la commission trilatérale, on les retrouve au Bilderberg, et on les retrouve pour un grand nombre d'entre eux chez Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine, très contestée, comme on sait. Et on les retrouve, mais on les retrouve aussi au pouvoir, puisque... Et on les retrouve au pouvoir, puisque les deux chefs d'État récemment nommés en Italie et en Grèce, sans élection directe, c'est-à-dire les parlements évidemment se sont exprimés, mais les électeurs n'ont pas donné leur avis sur les changements de politique. On a dit qu'ils avaient travaillé à Goldman Sachs, mais ils ont aussi été... À la trilatérale. Oui, chez Goldman Sachs, comme aussi Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Universitaire. Mario Monti est d'abord un grand universitaire. Prenons Mario Monti, qui a pris le pouvoir en Italie. Oui. Voilà quelqu'un qui dirige qui dirigeait jusqu'à sa nomination la section européenne d'une association. Quand on va regarder à l'intérieur ce qui s'y dit, on a trouvé des documents avec Christophe Dubois qui prouvent que les référendums, ils sont considérés comme tyranniques. Tueurs de traités. C'est l'appel au peuple qui est considéré comme tyrannique. Et Mario Monti était venu il y a 4 ans au Sénat, à Paris. À l'époque, il était relativement inconnu des Français, mais il a vu des phrases très claires. Ce qu'il appréciait dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que ce n'est pas une remise en cause de la construction européenne, c'est de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qu'il appréciait, c'était qu'elle soit à l'abri des aléas de l'humeur de l'électorat et qu'elle soit éloignée des contraintes électorales. C'est formidable, cette nouvelle démocratie éloignée des contraintes électorales, mais peut-être ça se rapproche du despotisme éclairé. Alors un dernier mot de chacun avant qu'on change de sujet. François-Olivier Gisbert. C'est là que moi je ne peux pas être d'accord, en tout cas personnellement, avec mon ami. Je ne peux pas être d'accord du tout parce que l'explication est trop simple. On est vraiment dans la théorie du complot. Et finalement, ce sont ces gens-là qui manipulent, etc., qui s'installent et qui font de la politique. La présentation laisse à penser que c'est du complot. Non, tu es complètement dans la théorie du complot et c'est le problème de ta démonstration. Parce qu'en fait, tu sais très bien, si les marchés ont pris le pouvoir, et c'est une horreur, et c'est affreux, parce que les marchés, ils n'ont que la goinfrerie pour seule idéologie, ils veulent le plus possible, que ça rapporte le plus vite possible. Et si les marchés ont pris le pouvoir, c'est parce que ces pays-là n'ont pas été gérés, n'ont pas été gouvernés. Je pense que c'est ça le vrai sujet aussi, c'est-à-dire que Mario Monti n'est pas arrivé au pouvoir en Italie à la suite d'un complot. Il est arrivé en Italie parce que Berlusconi a très mal géré le pays et que c'était une catastrophe financière générale. Et à un moment donné, on a pris un type parce que justement, c'est une figure universitaire forte et il rassurait. Voilà. Et moi, pour revenir à ce que disait Jacques Sapir à propos... Sur cette accusation qui est grave. Mais c'est faux, mais non. Il faut jamais... Un dernier mot de Deloire. Est-ce que l'Italie était bien gérée? Est-ce que la Grèce était bien gérée? Elle n'a pas été mal gérée. Elle a fait un excédent primaire. Nous sommes incapables d'en dégager un. C'est quoi un excédent primaire? Un excédent primaire, c'est l'excédent. L'endettement dépasse les 100% du PIB. Attendez, c'est l'excédent budgétaire dégagé sur les comptes de fonctionnement, moins évidemment le poids de la dette. Mais c'est l'économie de bisounours, là. Franchement, Christophe Deloire, Christophe Deloire. Il ne faut pas longtemps, il suffit d'aller à Bruxelles 5 minutes, d'aller voir dans le quartier européen les lobbyistes qui savent très bien dire quel commissaire, à quel moment,
c'était le cas de McCreevy, de gens qui ont travaillé dans les banques d'affaires américaines, qui étaient parfaitement influencés. Et le lobbyiste, quand ils en parlent aujourd'hui, ils en ont des larmes d'émotion tellement c'était facile pour eux. Franchement, Frantz, accuser, ça, c'est une défense du système. Continuons. Frantz, moi je pense que l'accusation de complotisme, qui est grave, c'est la défense du système qui est omnibulée par l'idée que tout se passe à Paris. Continuons, les journalistes politiques. Il faut changer le système. Si tu veux bien me laisser finir. Il faut changer le système. C'est ça qu'il faut faire. Il faut regarder et la théorie où est le pouvoir du complot, elle ne aujourd'hui. résout rien. Elle ne résout rien. Il faut regarder le pouvoir. C'est des fables qui font vendre et qui sont toujours intéressantes, qui amusent les lecteurs. Mais ça ne résout pas le problème. Il faut la rupture. On s'arrête là. Dernier tour, Jean-Albert Lorenzi. La réalité des 3 ou 4 dernières années dans la crise, c'est pas du tout l'affaire des commissaires européens, dont en réalité, pas grand monde n'a affaire. La réalité, c'est qu'il y a une reprise du pouvoir par les chefs d'État, et notamment par la France et l'Allemagne, auxquels vient de se joindre Monti. Donc c'est pas du tout, c'est l'histoire du passé, c'est l'histoire de regarder les commissaires se réunissant dans un complot généralisé pour essayer. Si, il y a quand même un peu de complot. Vous faites dire des choses qui ne sont pas du tout dans le C'est livre. pas ce qu'il dit. Dans le livre, il le dit pas. Richard Millet. Il est très bien le livre. Et si la démocratie, c'était ça, justement? C'est ce que vous appelez peut-être, si j'ai bien compris, la démocratie sans le démos, le pouvoir sans le peuple. Et si c'était ça? Cette espèce de pouvoir, de souveraineté comme ça, diluée, on ne sait pas qui gouverne exactement, il n'y a plus de figure dominante. D'une certaine manière, ce que je veux dire, mais en fait le titre du livre est un peu trompeur, parce que ce que je veux dire, c'est que ça serait une bonne chose de repenser ce qu'est la réalité de la démocratie en cessant de partir du mythe du peuple souverain. Parce que de fait, il n'a jamais été au sens où il n'a jamais gouverné, il n'a jamais fait la loi, etc. Et que donc il est de bonne politique, me semble-t-il, de partir de la description de la manière dont ça fonctionne effectivement. Et à ce moment-là, on tombe sur des questions comme celle de l'existence des experts, pas nécessairement des comploteurs, des experts, ceux qui ont le savoir, et qui considèrent par conséquent que lorsque le peuple s'en mêle, ça perturbe le bon fonctionnement de ce qu'il maîtrise. Bon, les lobbies, effectivement, c'est un mode de fonctionnement. Je pense qu'à une certaine manière, il serait meilleur pour la démocratie, entre guillemets, de reconnaître l'existence des lobbies plutôt que de se voiler la face et de continuer. Oui, comme aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre des lobbies. Oui, et qu'il y a des sujets qui sont très compliqués. Reconnaître l'existence, c'est être prêt à en faire. Je veux dire, ça se prête d'être battre pour en faire au lieu de continuer à jouer à un jeu qui est très artificiel. Simplement, je voudrais ajouter une chose sur le comportement de Goldman Sachs. En 1998, en mai-juin 1998, Goldman Sachs détenait 2 milliards de dollars en bons du trésor russe. Elle les a revendus à ses clients. Ce qui fait que les clients ont été ruinés quand la Russie a fait défaut et que Goldman Sachs a pu se construire un nouveau siège social. Il faut quand même se souvenir quels sont les comportements de ces gens-là. Évidemment. Non, et le fait que Goldman Sachs a été obligé de rendre des comptes devant le Sénat américain. Bon. Donc, quand on dit, oui, ces gens travaillent sur Goldman Sachs, ce sont des experts. En un sens, c'est vrai. C'est vrai, ce sont des gens qui ont une connaissance technique importante. Mais cette connaissance technique va de pair avec des comportements qui sont, y compris au regard du simple droit privé, hautement discutables. Mais les politiciens leur ont donné la main en gérant très mal nos économies. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que les économies européennes, elles sont aujourd'hui entre les mains des marchés et de Goldman Sachs et de tous ces gens que vous décrivez dans la théorie du complot, là, tous les deux, et dans une théorie absolument incroyable. Ils sont entre les mains de cette espèce de monde opaque, incroyable, avec tous ces méchants, tout simplement parce qu'on a des politiciens qui pensent toujours à la prochaine élection, jamais à la prochaine génération, et qui ont géré très mal le pays en surendettant la France, voilà, qui est comme les ménages surendettés. Aujourd'hui, la France est surendettée, comme l'Italie, comme toute une série de pays européens. Sylvie Brunel. Moi, je voudrais revenir à ce qu'ont dit tous les candidats. Tous les candidats ont dit « mon ennemi, c'est la finance ». Mais quand on travaille sur les pays du Sud, notamment sur l'Afrique, on se dit mais heureusement qu'il y a des banques, heureusement qu'il y a des gens qui permettent de prêter de l'argent pour faire des investissements. Si dans la mondialisation, on a vu émerger des pays qu'on appelle aujourd'hui les BRICS, c'est justement parce qu'à un moment, ils ont été en mesure de capter des capitaux qui les avaient fui au moment de la crise de la dette. Et donc là, on est en train de diaboliser la finance, mais ce n'est pas la finance qu'il faut diaboliser, c'est les excès de la finance. Or, il y a des États comme par exemple la Malaisie qui ont parfaitement bien géré ces mouvements de capitaux, ces systèmes de taux d'intérêt, etc. La Malaisie a été dénoncée par le Fonds monétaire international en 98-99, et très durement. Parce qu'elle n'appliquait pas
les recommandations du FMI que nous dominions, la Banque mondiale que nous dominions, pays du Nord, aujourd'hui nous sommes en train de nous plaindre des excès d'un système que nous avons soutenu pleinement quand il pénalisait les pays du Sud. Et c'est ça qui est extrêmement marquant, c'est de voir que nous avons appliqué pendant 20 ans des règles dont nous réalisons seulement aujourd'hui qu'elles étaient inadéquates. C'est un scandale. Saboué Louata. Je ne suis évidemment pas compétent sur la question de la finance, mais grâce à M. Deloire, j'ai appris que les lobbyistes avaient des larmes, donc j'apprends certaines choses. Et pour ce qui est de la finance, même s'il faut condamner les excès de la finance, la réalité c'est quand même qu'il faut un ennemi. Et que ceux qui veulent terrasser le Minotaure, moi j'ai plutôt l'impression que ce soit une hydre de Lerne. Enfin, une tête disparaît, une autre apparaît. Donc, en tous les cas, votre livre a l'air intéressant d'ailleurs. Sur l'idée de repenser la démocratie sans, en tout cas, que le peuple n'a jamais véritablement été souverain, donc il faudrait ajuster nos théories. Mais même si le peuple n'est pas souverain, on gouverne pour lui et le peuple a besoin d'images. Enfin, le peuple a besoin de métaphores. De ceux qui le représentent. Non seulement de ceux qui le représentent, mais de ceux qui lui fabriquent des fables. Vous n'arrêtez pas de parler de fables tout à l'heure, mais sans fables, le peuple est perdu. De toute façon, le peuple est perdu, mais les fables, peut-être, l'aident à ne pas sombrer dans le désespoir. Voilà, c'est ça. Vous aussi, vous avez besoin qu'on vous raconte des histoires. Bien sûr. Denis Podalides. Souvent, c'est ce qui accrédite la théorie du complot, c'est qu'il nous manque des visages. On ne met pas de visage sur ces agences de notation. Si on savait qui avait... Il y a eu forcément une personne qui a dit, eh bien, on enlève ce troisième A. Si on savait qui c'était, on pourrait lui demander, lui rendre des comptes. Il y a un représentant qui est venu sur ce plateau. D'ailleurs, ça a été la seule télévision qu'il a faite. Il est venu, mais c'était avant le troisième. Il y a des réunions des représentants des fonds de pension pour se dire qu'est-ce qu'on va faire pour abattre l'euro. Ils le disent, ils l'ont dit, ils se voient de temps en temps. Des grands hôtels. Oui, voilà. Non, mais de temps en temps, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des complots. Je dis que la théorie du complot qui explique tout, évidemment, elle n'est pas valable. C'est-à-dire, c'est ça. Un dernier mot de Christophe Deloire. Non, mais je trouve ça. Je suis un peu déçu, Franz, que tu vois ça comme ça, parce que. Et pourtant, je t'ai bien lu. Je suis pas sûr. Non, mais il y a une conclusion dans le livre. Non, mais il se lit très bien le livre. Il est très marrant. Le problème, c'est la conclusion. Non, mais merci de te rattraper comme ça. Mais j'ai déjà dit. Il faut. Tout peut être. On peut avoir une vision fermée sur le national, mais si on regarde. Il faut parler aux gens aussi. Alors, de la Commission, vous disiez qu'elle n'a plus de pouvoir. Elle a juste le monopole de l'initiative à Bruxelles, c'est-à-dire aucun texte, tous les textes doivent être proposés par elle. Et nous, on allait voir la vice-présidente de la Commission, Reding. Il y a un sentiment de détenir la vérité. Si on conteste la politique, c'est qu'on conteste l'Europe, c'est qu'on est europhobe. C'est pas juste qu'on peut légitimement contester la politique. Sauf ce qui s'est passé dans les 3-4 derniers mois, c'est-à-dire le sauvetage, pardon de le dire, mais le sauvetage de la zone euro, il n'est pas fait à Bruxelles, il est fait par la Banque centrale et il est fait par un accord entre les principaux pays européens. Donc je disais juste que c'est là où il peut pouvoir, c'est tout. Deux autres institutions très rapidement. Le Parlement européen, qui est l'institution la plus démocratique à Bruxelles, dont les pouvoirs se sont accrus. Mais même la Cour de Karlsruhe, qui est la Cour constitutionnelle allemande, a dit que ça ne fonctionnait pas d'un point de vue démocratique, ne serait-ce que parce qu'un député allemand représente 860 000 Allemands, un député maltais, 17 000 Maltais, il y a une disrupture. Dernière institution, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est extrêmement puissante. Et là, il y a quand même un ferment de gouvernement des juges, avec un principe de primauté du droit européen, y compris en matière constitutionnelle. C'est-à-dire qu'y compris notre Constitution est soumise au Parlement, au droit européen. Pourquoi pas? Sauf que dans l'essentiel des journaux, on voit notre Conseil constitutionnel et on fait mine d'ignorer qu'il y a d'autres pouvoirs qui, juridiquement, et ça, je pense que tu auras du mal à dire que c'est du complot France, sont au-dessus. Et même, nous sommes allés voir Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, même lui, en gros, ça ne l'intéresse pas. Franchement, continuons à raisonner sur cette fiction dans notre chambre, mais ça ressemble un peu à la caverne de Platon.